Je suis Jeanne Dompierre, je suis la directrice générale de XN Québec, l'Association des producteurs d'expériences numériques du Québec, qui entretient de beaux liens avec le secteur du balado et nous l'espérons avec la BIC à l'avenir. Yay! Et je suis en compagnie, vous la connaissez déjà parce qu'elle était sur le très dynamique panel animé par André plus tôt tout à l'heure. Je suis avec Anne-Claire Lenné, qui est directrice générale de Longueur d'onde. Bon, on va se répéter un peu quand même, une association basée à Brest, donc une association en France, pour éviter toute confusion, c'est comme un OBNL ici, qui, entre autres, organise le festival du même nom, Longueur d'onde, à Brest, en janvier chaque année depuis 20 ans, comme Anne-Claire nous l'a dit tout à l'heure. Donc, directrice générale depuis 12 ans, en poste au sein de l'organisation depuis encore plus longtemps, si je ne me trompe pas. Donc, on va plonger un peu plus dans cet entretien, dans ce que Longueur d'onde fait, les particularités de l'organisation de l'événement, mais également les liens France-Québec, puis tout ce qui se passe en termes de structuration de l'écosystème en France, question de pouvoir faire des parallèles intéressants. Alors, avant d'entrer plus spécifiquement dans ce que vous faites à Longueur d'onde, Anne-Claire, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. On le sait, le secteur radiophonique a la réputation de réunir toutes sortes de parcours très, très diversifiés. On parle souvent de parcours atypiques. Tout le monde commence comme ça en disant « Moi, j'ai un parcours atypique. » Oui, tout le monde a un parcours atypique. J'aimerais que tu nous parles de ton parcours atypique. Alors, je ne sais pas si je l'aurais qualifié comme ça, parce qu'au fond, je pense oui, on a tous des parcours qu'on invente un peu nous-mêmes au détour des expériences et des opportunités de la vie. En tout cas, moi, j'ai fait des études d'histoire et j'ai découvert l'histoire orale. C'est vraiment ce qui m'a amené à la question de la parole, du témoignage, de l'entretien. Et au travers d'un master en histoire, j'ai pu réaliser des premières expériences à France Culture dans une émission d'histoire qui s'appelait La Fabrique de l'Histoire, portée par un journaliste en France qui s'appelle Emmanuel Laurentin, qui est aujourd'hui conseiller de programme documentaire à France Culture et qui est vraiment une grande voix de la radio française. Et La Fabrique de l'Histoire, c'était une émission qui avait pour spécialité d'être à la fois une émission quotidienne autour de l'histoire avec des documentaires deux fois par semaine au moins, et puis aussi des émissions plutôt d'entretien. Et voilà, j'ai vraiment découvert les coulisses de la Maison de la Radio à Paris, donc au travers de stages et puis après de premières expériences de reportages et de documentaires. Et voilà, j'ai été un peu piquée du virus de la radio en errant dans la Maison de la Radio, en découvrant cette institution et cet édifice aussi qui est quand même très singulier, dans cette circularité-là. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Et puis j'ai découvert la fabrique documentaire aussi de séries pour La Fabrique de l'Histoire, notamment d'une série sur le pacifisme. Et donc, au sortir de cette expérience, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin sur les écritures documentaires. Et comme en France, il n'existe pas vraiment de formation documentaire sonore, si ce n'est une formation à l'université de Poitiers qui s'appelle le Créadoc, dont voilà, j'en profite pour présenter cette formation qui est première année documentaire sonore, deuxième année cinéma documentaire. En tout cas, ce n'est pas cette formation que j'ai suivie, mais je suis allée à l'USAS, qui est au lieu du cinéma documentaire en France, en Ardèche, dans un tout petit village où se sont petit à petit installés un festival des États généraux du film documentaire, puis des boîtes de production, puis un master en fait de cinéma documentaire. Donc j'ai suivi pendant un an cette formation aux écritures documentaires. Donc ça m'a permis aussi d'affûter un peu un regard sur la création documentaire. Et suite à ça, je suis arrivée à Longueur d'onde un peu par hasard, et pas complètement par hasard, parce que j'avais déjà, en étant à la radio à France Culture, pu aussi me rendre au festival, j'avais découvert l'équipe, rencontré un peu le staff, et voilà, j'ai rejoint le festival pour une édition à laquelle j'ai collaboré, et puis finalement je suis toujours là 15 ans plus tard. Voilà, c'est un projet qui s'est beaucoup développé aussi, qui s'est étoffé en 20 ans évidemment. Parlons-en justement de ces 20 ans de festival. Évidemment, un événement pionnier dans son domaine qui s'est révélé incontournable au fil des années. Comment cet événement-là est né, a grandi et s'est transformé au fil des transformations du secteur de l'audio?
Donc, Longueur d'onde, ça a été créé par quatre amis qui avaient la spécificité d'être plutôt des auditeurs de radio, vraiment je l'ai un peu dit tout à l'heure déjà, mais des passionnés d'écoute, des personnes qui s'étaient vraiment nourries de ces contenus radiophoniques qui les avaient accompagnés dans leur enfance, adolescence, âge adulte, dans la période d'études. C'était vraiment des grands férus de radio, et donc ils ont monté un festival qui était plutôt un festival d'auditeurs, au sens où qui était porté par des bénévoles. C'était pas un festival de professionnels qui avait tant pour ambition au départ, du moins, de questionner l'écosystème. Enfin, c'est des termes aussi qui sont apparus un peu plus tardivement, je pense qu'il y a 20 ans. On parlait pas forcément des pratiques culturelles et artistiques de la même manière, enfin, du moins en France. Et voilà, et c'est un festival qui a la spécificité d'avoir été porté par des bénévoles très passionnés, qui ont, au début des années 2000, mis en place cette manifestation basée sur des émissions publiques, des choses un peu classiques, des tables rondes, des débats, et aussi des séances d'écoute collective. C'était assez pionnier à l'époque. Enfin, c'est pas non plus une invention révolutionnaire, mais néanmoins, être dans le noir, dans un espace adapté, confortable, vraiment un peu confiné pour l'écoute, c'était assez nouveau. Et ça a beaucoup, je pense, marqué aussi le public de Longueur d'onde, qui a trouvé à Brest un écrin pour écouter ensemble, se questionner ensemble sur les écritures radiophoniques, pouvoir partager des émotions sonores collectivement. Et petit à petit, le festival a trouvé une audience à la fois de grands passionnés de son, de radio, donc parmi lesquels des professionnels qui venaient à Brest, curieux de se dire à la radio, un festival, c'est assez dingue, à quoi ça peut ressembler. Et puis aussi un public local qui au début s'est dit, mais un festival de radio, à quoi ça peut ressembler, qui avait un petit peu du mal à pousser la porte en fait de l'événement, et puis qui petit à petit s'est vraiment attaché aussi à cet événement assez singulier. Et donc au fil du temps, le festival il a vraiment trouvé une assise et localement sur un territoire avec les publics locaux, et puis aussi à l'échelle de la France et puis de la francophonie aussi. On accueille beaucoup de Belges et de Suisses à Brest aussi pendant le festival, et le festival évidemment il s'est un peu épanoui comme une jolie fleur avec de nombreux partenariats. Il a accompagné aussi l'émergence du podcast aux alentours des années 2015 à peu près en France, et on a comme ça tissé un festival qui est aujourd'hui un festival assez choral. En fait, la programmation qu'on invente, elle se fait, j'ai l'impression que Transitor c'est un peu la même histoire, mais aussi au travers de beaucoup de relations qu'on tisse dans la longueur avec des partenaires, avec des studios de podcast, avec des associations qui œuvrent pour l'éducation aux médias radiophoniques, l'éducation à l'écoute, la défense de la création sonore. Donc ça permet de tisser des relations assez familiales et sororale, fraternelle aussi. Et donc, à chaque année à Brest se réunissent comme ça des gens qui sont assez heureux d'être là et d'avoir cette chance aussi de se retrouver autour d'un événement qui demeure assez unique en son genre. C'est intéressant cette idée justement de communauté. Quand on s'est parlé il y a quelques semaines, tu m'expliquais à quel point c'était important à longueur d'onde de confronter des points de vue différents, de susciter le débat. Ouais. Or, on vit dans une époque ce n'est un secret pour personne, très polarisée, où il est de plus en plus difficile de réunir des points de vue contraires. Et cet attachement au débat qui semble être vraiment dans l'ADN de longueur d'onde, comment vous l'approchez dans ce contexte? Comment vous faites pour confronter des points de vue contraires, divergents, mais dans une atmosphère respectueuse et constructive? C'est forcément pas toujours évident. Enfin, on y parvient. Après, je pense que parfois, on sort pas complètement aussi de certaines formes d'entre-soi. C'est difficile aussi aujourd'hui de dépasser ces questions de cercle et de personnes avec qui on se réunit et avec qui on partage des opinions très sensiblement similaires. En tout cas, c'est vrai qu'au fondement de Longueur d'onde, il y a aussi l'envie de créer un festival de débat d'idées, partant du principe que la radio, c'est aussi une chambre d'écho des voix du monde, des questions de société, comme n'importe quel média, mais peut-être encore davantage au sens où il y a cette question du verbe, de la parole, de l'adresse au public, d'une réflexion aussi à voix haute qui se partage de manière très spontanée comme ça.
Et les fondateurs du festival, parmi lesquels Laurent Le Gall, qui est resté, donc qui est professeur d'université, qui était à l'origine du festival, puis qui est resté 20 ans président de l'association et qui a été aussi quelqu'un qui a beaucoup participé à donner au festival la forme qu'il a encore aujourd'hui. C'est quelqu'un de très attaché justement au débat d'idées, à la question aussi de la confrontation des regards, des points de vue. D'essayer de ne pas être dans l'univocité, voilà, la pensée unique, mais de faire entendre des points de vue divergents jusqu'à une certaine limite, hein, évidemment. Mais voilà, on essaye. Je pense que c'est un vrai enjeu. De réussir aujourd'hui à continuer dans cette voie. Je pense qu'il faut aussi pour des festivals comme les nôtres parfois se faire aider aussi par voilà des penseurs. Le festival, il a aussi toujours été un lieu où il y avait beaucoup de journalistes, de documentaristes, de professionnels des médias, mais aussi souvent des penseurs, des essayistes, des chercheurs, des chercheuses qui viennent aussi apporter un éclairage un peu différent, qui sont moins dans des questions peut-être parfois aussi de vulgarisation de thématiques de société, mais qui abordent aussi les questionnements autrement et en mêlant ses regards et ses savoir-faire et ces questions de transmission aussi. On parvient parfois à faire un peu des pas de côté ou à donner à révéler la complexité des sujets abordés. La dernière édition, par exemple, on avait un sujet qui s'appelait autour d'un podcast qui s'appelle Être juif en France après le 7 octobre. Autant dire qu'on s'est un peu on a contourné le sujet dans tous les sens pour essayer de se demander mais comment on peut faire pour malgré créer du dialogue, ne pas susciter de l'opposition, de l'exclusion, et on y est parvenu grâce à une chercheuse qui a accepté de nous rejoindre et qui a apporté un regard plus périphérique, plus englobant, qui était hyper intéressant. Donc c'est un travail assez long en fait aussi de construction éditoriale qui est super important et qu'il faut jamais négliger, vraiment. Cette question m'intéresse beaucoup parce que on dit souvent qu'en France, vous avez plus naturellement une espèce de culture du débat, alors qu'ici, on a souvent l'impression qu'il y a une culture consensuelle. Tout le monde se connaît, personne ne veut blesser personne, alors tout le monde est toujours d'accord sur les plateaux. Est-ce que c'est quelque chose qui demeure vrai? Est-ce que cette culture du débat continue d'exister en France dans le climat actuel? Je pense qu'elle est quand même mise à mal aussi, mise un peu en péril d'une certaine manière, parce que voilà, comme partout, on est dans des débats plus polarisés avec des questions du dialogue et de l'écoute réciproque qui est quand même assez tendue. Je pense que ça traverse le monde de manière générale. Donc, je saurais pas trop dire où on en est par rapport à ça, mais en tout cas, je pense que nous aussi, en tout cas en tant que festival, on a des responsabilités aussi à cet égard, de continuer aussi à élargir un peu les points de vue. Au festival, on a aussi beaucoup assisté au rajeunissement aussi des publics, c'est-à-dire que comme le podcast a été aussi l'occasion de porter des sujets de société avec des points de vue nouveaux, notamment sur les questions de genre, de féminisme, Longueur d'onde a été aussi un lieu vraiment d'exploration de ces thématiques. On a donné aussi la voix à des podcasteurs, des podcasteuses qui étaient assez emblématiques, charismatiques en fait de ces sujets. Le festival est considéré aussi comme une safe place, comme un lieu où on peut aborder des sujets sensibles, et ça c'est vraiment une force de notre manifestation. Et à la fois je trouve qu'il faut toujours veiller aussi aux questions d'entre-soi, à élargir aussi sur des aspects générationnels. Le festival, quand il est né, était peut-être plutôt un festival qui touchait un public de 45, 50 et plus, et ces 10 dernières années on a plutôt des publics entre 25 et 40 ans, avec d'autres rapports aussi aux questions de société. Et je trouve qu'il faut veiller à trouver un peu des espaces pour chacun et à créer surtout du dialogue et de l'espace de discussion et de partage en fait de points de vue et de pensée.
Comme tout le monde s'en est bien aperçu aujourd'hui, l'écosystème québécois du balado est vraiment dans un moment charnière de son histoire avec la création de l'association. On regarde souvent du côté de la France pour voir ce qui se fait là-bas, ne serait-ce que du point de vue démographique où vous êtes tellement plus nombreux, l'écosystème est foisonnant. Je serais curieuse, considérant que Longueur d'onde est un acteur absolument incontournable du paysage français de l'audio, de la radio, je serais curieuse que tu nous parles de la structuration et ou de la fragmentation de l'écosystème là-bas. Quelles sont les initiatives rassembleuses, les initiatives de représentation et quel rôle Longueur d'onde joue-t-il dans ce secteur, dans ce paysage? Bah, c'est vrai que c'est un sujet assez compliqué parce qu'il manque, je pense comme il manque ici aussi d'organisations fédératrices dans nos secteurs. On est peut-être pas assez nombreux pour se rassembler. Il y a aussi des chapelles, des écoles un peu différentes. Le podcast est arrivé aussi dans un paysage où en tout cas en France, il y avait vraiment les défenseurs de la sacro-sainte création sonore qui émanent plus d'une histoire de la radio et de la place des contenus. Pour eux, le podcast vidéo, c'est non. Oh ouais, voilà, on n'est pas encore à ce stade de la discussion et de la réflexion. Après, c'est vrai que nous, à Longueur d'onde, on est très attachés à la question de la radio. Enfin, même avec l'arrivée du podcast, enfin, moi, je continue à me dire que je travaille dans le secteur de la radio parce que pour moi, la question des formes et la question c'est aussi se positionner un peu dans une histoire longue, en fait, qui est celle de format et d'un champ créatif aussi qui s'est inventé la radio publique beaucoup dans la première moitié du XXe siècle et puis aussi beaucoup ensuite dans les années 60-70. Mais en tout cas, voilà, il y a un peu des chapelles. Le podcast a fait peur à certains artistes défenseurs d'une approche très sensible au sonore. Ils ont vu aussi des questions plutôt capitalistiques liées à l'économie, à la question du marché, de l'audience, un peu des vilains mots pour certains auteurs, artistes. On est aussi dans des cultures assez différentes, je pense, entre la France et l'Amérique du Nord, évidemment. Enfin voilà, c'est pas tout à fait les mêmes peut-être clés de lecture. On a réussi à dépasser en tout cas ce cap et heureusement parce qu'à un moment donné il y avait quand même un peu les podcasteurs et puis les auteurs. Enfin c'était comme deux camps en fait qui avaient du mal à se comprendre et puis beaucoup d'appréhension et voire même de défiance en fait à l'égard des nouveaux podcasteurs et de la dimension un peu mercantile peut-être qu'apportait la question du podcast. J'ai l'impression qu'on a dépassé ça, mais en même temps, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur le plan de l'organisation. Ça s'est traduit d'une part par les Sons Fédérés, qui est une association qui s'est montée plutôt dans le côté création sonore, par les artisanes de la création sonore qui veulent défendre vraiment des savoir-faire autour du maniement des outils et des matériaux sonores et c'est tout à leur honneur. Enfin, mais voilà, il y a d'un côté les Sons Fédérés qui essayent bénévolement de se structurer et d'avancer en discussion avec le ministère sans vraiment parvenir à faire entendre quelque chose de complètement audible par les politiques publiques. Et puis de l'autre côté, il y a le PIA qui peut être un représentant aussi intéressant des producteurs indépendants audio et composé des principaux studios de podcast, Binge Audio, Louis Média, Nouvelles Écoutes, l'Acme et d'autres, qui a su porter un travail de plaidoyer un peu plus fort, un peu plus soutenu, notamment auprès de certains députés en charge de ces questions de questions audiovisuelles à l'Assemblée. Et ils ont travaillé aussi sur des chartes de respect aussi des rémunérations, du travail des auteurs, de la question des droits d'auteur. Ils ont pu cheminer aussi avec les sociétés d'auteurs, la société d'auteurs, notamment la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, pour passer des accords aussi entre les plateformes et la SCAM pour la reversion de droits d'auteur. Donc, ils ont quand même fait ils continuent de faire un travail qui est très précieux dans le champ du podcast. En termes de manifestation, c'est vrai qu'il y a le Paris Podcast Festival qui s'est créé et qui a aussi permis d'être un moment fédérateur pour le secteur. Longueur d'onde est aussi à son endroit
évidemment un lieu important où on dialogue beaucoup des questions d'économie, mais aussi des innovations éditoriales. Et nous, le rôle qu'on a envie de jouer là-dedans, c'est de plus en plus aussi de pouvoir être moteur et acteur de cette dynamique qui met vraiment du temps aussi à se mettre en place. En France, il y a eu, je le cite rapidement au passage, mais il y a eu en 2020 en fait un rapport de l'inspection générale des affaires culturelles qui a été assez important, qui était une forme d'état des lieux en fait de la création audio numérique en France. S'appelle le rapport Hurard, du nom de François Hurard, qui est l'inspecteur qui l'a porté avec sa collègue Nicole Foyou-Yedid. Bon voilà, il y a des prescriptions qui sont sorties de ce rapport. Ce rapport, il est en ligne, c'est toujours intéressant de le consulter. Ils ont fait un peu le tour des producteurs en France. Ils sont allés aussi vers les radios associatives, vers la radio publique. Ils sont allés jusqu'à la Belgique pour rencontrer aussi l'équipe de l'atelier de création sonore et radiophonique. Voilà, de ce rapport sont sorties des prescriptions. C'était en 2020, on est 5 ans plus tard. Il n'y a pas vraiment eu énormément pour l'instant d'aboutissement, si ce n'est un dispositif expérimental d'aide aux auteurs et autrices qui s'appelait l'aide sélective et sélective aux auteurs et autrices de podcasts et de création radiophonique, qui a eu pour vocation d'aider des auteurs qui avaient des projets en cours d'écriture et qui leur permettait de toucher entre 4 000 et 5 000 euros pour favoriser l'écriture. Donc ça s'est passé 3 années de suite. Ça a été très apprécié par le secteur parce que c'était une première aide en fait du ministère de la Culture en direct. Donc ça a été un signal fort pour le secteur et puis là on en est toujours à savoir à attendre les conclusions de cette aide sélective et surtout ce que ça a montré c'est que l'aide aux auteurs c'est hyper important mais si le maillon de la production n'est pas soutenu en fait il manque vraiment une étape dans la chaîne et les auteurs se sont retrouvés avec des moyens pour écrire mais souvent pas de producteurs et pas d'accompagnement possible et envisageable. Donc, ça a montré quand même très vite des failles assez importantes. Mais est-ce qu'il en existe des financements pour le podcast en France ou à part cette mesure, somme toute anecdotique à ce stade, il n'y a rien d'autre qui existe? Non, en fait, on est quand même dans un no man's land assez vertigineux. C'est un peu comme ici, j'ai l'impression que les auteurs, producteurs de podcasts se débrouillent avec des commanditaires, enfin souvent des commanditaires ou du moins des institutions qui peuvent aider par différents biais la production d'un podcast. Il y a la SCAM, donc la Société civile des auteurs multimédia qui donne une bourse aux auteurs, une bourse d'écriture qui s'appelle Brouillon d'un rêve sonore. Mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup de débrouilles et de bidouilles. Il n'y a pas vraiment de guichet, de fonds spécifiques. On est vraiment encore en attente en fait d'une mobilisation des pouvoirs publics à ce sujet. Nous, à Longueur d'onde, on essaye aussi en région d'essayer de sensibiliser aussi nos partenaires pour faire en sorte que des fonds puissent être créés pour soutenir le travail des auteurs, des réalisateurs, des producteurs. Et en termes de défis, au-delà du financement, qui en est certainement un de taille, puis de cette fragmentation de l'écosystème, est-ce que tu en identifies d'autres, des défis assez généralisés dans le secteur du balado en France? Disons qu'il y a les défis aussi. La table ronde sur la formation était aussi une manière de montrer qu'en fait, on est dans un champ créatif qui repose sur des savoir-faire, sur des écritures aussi qui sont le fruit d'une esthétique ou du moins d'un travail artistique créatif. Et je pense qu'il faut vraiment travailler à la transmission de ces savoir-faire, de ces écritures. Il y a quelques formations universitaires en France qui forment un peu sur ces enjeux du sonore, mais elles sont très rares. Enfin, j'en parlais tout à l'heure. Il y a la formation professionnelle en France, qui est quand même une chance assez grande pour des professionnels de pouvoir accéder via des fonds en fait professionnels qui permettent aux professionnels de disposer d'un accès à la formation gratuit pour les bénéficiaires, on va dire. Donc, il y a des enjeux de transmission. Longueur d'onde, on a monté un organisme de formation il y a maintenant 5 ans, où on essaye aussi de former vraiment à la spécificité des écritures sonores et radiophoniques sur des questions d'écriture de fiction radiophonique, où on a un super formateur qui s'appelle François Perrache. On forme aussi à la narration documentaire,
à la réalisation sonore aussi avec Sabine Zovigan, qui est une réalisatrice à Arte Radio. Voilà, on essaye à Brest de proposer des stages, des formations qui permettent à des professionnels d'horizons finalement assez variés de se former aux spécificités des écritures sonores et radiophoniques. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et puis je pense qu'il y a un enjeu aussi qui est celui de faire connaître en fait la création sonore, enfin de se dire que en fait c'est un univers pour le moment très méconnu, assez peu partagé en fait, je trouve, par aussi des professionnels de l'audiovisuel. Finalement, moi, je suis toujours assez étonnée de voir que la plupart de mes interlocuteurs qui travaillent dans le monde du cinéma, par exemple, avec qui on échange sur certains sujets, ont jamais fait l'expérience d'une écoute d'un documentaire sonore du début à la fin, en éprouvant vraiment une traversée voilà, d'une œuvre sonore comme, voilà, comme on a tous vu un moment un film du début à la fin. Donc il y a encore, je trouve, vachement de médiation à faire et de sensibilisation à cette spécificité aussi de ces écritures, en défendant toujours la diversité. En fait, la radio, c'est aussi de l'entretien, c'est aussi du magazine, c'est des chroniques, c'est c'est vraiment une diversité de formats, mais il existe aussi dans ces diversités de formats des formats plus créatifs, et je trouve que c'est encore trop peu identifié par certains acteurs du monde culturel, des mondes artistiques. Effectivement. Ça nous amène à un défi dont on parle parce que, bon, si le médium est déjà méconnu, le fameux défi dont on ne se lasse jamais de parler, la découvrabilité des podcasts, je pense qu'on n'en viendra jamais à bout, c'en est tout un. Il y a tout un discours au-delà du podcast sur la découvrabilité des contenus francophones en ligne. Bon, on le sait, nos ministères respectifs de la culture sont très intéressés à ces questions. Il y a des projets qui se dessinent à l'horizon. Je serais curieuse, de ton point de vue, chez Longueur d'onde, déjà, vous avez différentes initiatives pour travailler à la découvrabilité des podcasts francophones. Mais je serais curieuse de savoir comment tu verrais disons une alliance pour faire découvrir les contenus francophones de part et d'autre de l'océan, France, Québec, mais aussi, évidemment, les autres marchés francophones européens et autres. Alors, c'est vrai qu'au festival, déjà, on essaye progressivement de s'internationaliser, avec les moyens que l'on a, avec le soutien des instituts français aussi. On a la chance dans le réseau des instituts français de voir qu'une place, un intérêt en tout cas pour la création sonore et le podcast se développe énormément, avec des postes, les postes d'attachés audiovisuels en fait dans différents pays commencent à regarder aussi la question du podcast de plus près, essayent d'accompagner aussi les industries entre guillemets locales dans leur développement, ce qui nous a par exemple amené à travailler au Maroc avec un studio qui s'appelle Les Bonnes Ondes pour porter un festival qui s'est tenu à l'Institut français de Casablanca. Donc c'est intéressant de voir aussi comment aujourd'hui les contenus sont en capacité de voyager au travers d'initiatives de ce type et de collaboration. Enfin évidemment, un festival, c'est l'occasion de se rencontrer. Et ça donne envie de se revoir, et ça donne envie de travailler ensemble. Donc ça, c'est des initiatives qui sont quand même assez fortes, je trouve, dans ce qu'elles témoignent aujourd'hui de la volonté, en fait, de se rapprocher, de dialoguer, de créer ensemble. Nous, on a aussi là un projet de plateforme de création sonore qui a été initié par Tank. Donc Tank, la plateforme de VOD pour le cinéma documentaire, a sollicité plusieurs acteurs du champ de la création sonore en leur disant voilà, nous, Tank, on réfléchit depuis longtemps à la place de la création sonore sur notre plateforme. On s'est rendu compte que c'est pas forcément notre expertise ni le lieu pour Tank. En fait, la plateforme est pas forcément adaptée à la valorisation de la création sonore, mais on aimerait pouvoir accompagner les acteurs français de la création sonore dans le développement d'une plateforme en mettant à profit notre expertise, notre savoir-faire, et on chemine avec des partenaires belges de la revue sonore Le Grain des Choses dans le prototypage d'une plateforme de ce type. Donc il faut encore qu'on trouve aussi les moyens pour la développer. L'idée, c'est d'imaginer une plateforme sur abonnement comme Tank, avec
tout ce qu'on sait aussi des obstacles en fait à la monétisation des plateformes du sonore. Mais bon, voilà, le pari mérite en tout cas d'être questionné, le pari qui est celui d'un abonnement à 3 euros environ par mois, donc quelque chose de très modeste, mais qui permettrait quand même à cette plateforme d'exister et de reposer sur un modèle économique qui ne la rende pas ultra dépendante des subventions. Et puis, dans cette idée, évidemment, moi venant au Québec, l'idée c'est aussi de pouvoir voir comment une passerelle avec les contenus francophones québécois pourrait se créer, mais enfin ça nous intéresserait évidemment énormément. Et l'idée, je pense que c'est aussi d'à terme œuvrer pour une meilleure connaissance de la création sonore francophone. Moi, j'ai aussi tendance à penser que parfois la francophonie c'est essentiel et c'est hyper important, et la question du vecteur linguistique est essentielle à la radio. Mais c'est vrai que nous, on réfléchit aussi à l'endroit du festival plus largement aussi à la façon dont on peut partager des contenus en langue italienne, en tchèque, en danois. Enfin, on a aussi un intérêt à pouvoir, à longueur d'onde, proposer des contenus surtitrés. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet qui s'appelle Radio Atlas, qui est un projet de surtitrage en fait de créations sonores qui viennent essentiellement d'Europe, mais pas seulement. Et c'est quand même un projet aussi génialissime pour donner à entendre la création de par le monde. Donc il y a l'enjeu de la francophonie pour cette plateforme de création sonore, et puis ensuite il y a des enjeux linguistiques aussi plus vastes qu'il est intéressant aussi, je trouve, d'approfondir. C'est absolument réjouissant, évidemment, d'entendre que vous souhaiteriez faire une place au contenu québécois sur cette plateforme-là. Le Québec, on est un très petit marché avec de grandes ambitions, puis parfois c'est compliqué, donc l'internationalisation, dès que c'est possible, il faut l'envisager. Mais j'ai quand même l'impression, j'ai beaucoup discuté avec c'était principalement des gens de la radio publique en Suisse, en Belgique, donc qui quand ils produisent des podcasts, ils pensent tout de suite au marché français et à l'ensemble de la francophonie européenne. Ici, même si on partage une langue, du moins c'est l'impression qu'on a, même si certains Français penseraient le contraire, et qu'on partage quand même une certaine parenté culturelle, ce pont-là, il n'est pas si évident que ça. Je me demandais, selon toi, ce serait quoi les freins? Pourquoi les contenus québécois ne s'imposent pas si facilement sur la scène franco-européenne? Puis quels pourraient être les facilitateurs pour amener ces magnifiques contenus dans davantage d'oreilles? Je crois que ça dépasse un peu mon domaine de connaissance, d'expertise. Je suis désolée, c'est une question qu'on n'avait pas discutée. On n'en avait pas parlé. Non, mais c'est aussi que malgré tout, on est loin. Enfin, je veux dire, c'est un peu basique ce que je vais dire là. Mais avec Internet? Non, enfin, en tout cas, je veux dire dans l'appropriation aussi, enfin, dans la question de l'interconnaissance. Ouais. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au festival, on a des liens avec la Belgique, avec la Suisse, moins aussi avec le Québec. Enfin, on a peut-être moins d'occasion de se rencontrer, de dialoguer. Mais justement, je pense que des passerelles comme la plateforme de création sonore dont on parle peuvent être aussi des leviers. Après, on en discutait avec l'équipe de la puce à l'oreille ce midi, la question aussi de l'appréhension aussi des parlers différents peut pour certains médias peut-être un peu mainstream ou du moins de large audience être un frein, mais je pense que justement par des biais détournés, par des associations entre des structures qui ont l'envie de collaborer ensemble. Et moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on regarde aussi le monde depuis d'autres géographies et d'autres endroits géopolitiques, et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, de venir ici, ça me donne forcément envie d'appréhender autrement les contenus sonores, enfin les contenus médiatiques en fait du Québec. Mais j'ai envie de dire, le Longueur d'onde peut être aussi un endroit. En tout cas, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'une délégation du Québec puisse venir à Brest et aussi rencontrer le public brestois et le public belge et suisse, et qu'on puisse justement inventer ensemble en fait des manières de tisser des passerelles dans des économies et dans des éthiques aussi qui sont les nôtres, parce que là je pense qu'il s'agit aussi à un moment de volonté, d'idéaux et aussi d'éthique qu'on a envie de se donner dans nos démarches respectives.
Selon mes sources, c'est une volonté partagée d'avoir une délégation québécoise à longueur d'onde lors de la prochaine édition ou d'une prochaine, Ouais. si les financements gouvernementaux sont du bon côté. J'aurais 53 autres questions, évidemment, pour toi, Anne-Claire, mais j'aimerais laisser l'opportunité aux personnes du public de t'en poser si jamais ils en ont, et ils en ont. Alors, on continue de gentiment se présenter avant de Oui, s'exprimer. donc bonjour, Anne Desmarais, je travaille chez Radio-Canada Audio. Ma question, c'est plus pour te faire parler un peu, tu me parlais du balado comme outil pédagogique, je trouvais ça vraiment intéressant. Peux-tu nous parler un petit peu de ça, tu sais, suite aux attentats de Charlie Hebdo, il y avait comme une volonté un peu là, d'utiliser le balado comme outil pédagogique pour les médias. Oui, c'est vrai que c'est une dimension de longueur d'onde que j'ai pas présentée, mais outre le festival et la formation professionnelle, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, on fait beaucoup d'éducation aux médias radiophoniques et à l'écoute. Et longueur d'onde a toujours souhaité, en marge du festival, accompagner les élèves, les scolaires, différents types de publics dans la pratique radio. Mais aussi dans la découverte en fait du média radiophonique, des métiers, des savoir-faire, aussi des archives, on en parlait tout à l'heure. Et puis en fait c'est vrai que c'est une tendance qui s'est beaucoup accélérée à partir de 2015 quand en France c'est développé en termes de politique culturelle la question de l'éducation artistique et culturelle avec une place assez forte donnée à l'éducation aux médias et à l'information suite, comme tu le disais Anne, aux attentats de Charlie Hebdo où le ministère de la Culture a créé un fonds de soutien aux médias d'expression d'information sociale de proximité, vraiment dans l'idée aussi d'accompagner les publics localement dans la production médiatique, de faire en sorte que des initiatives médiatiques voient le jour dans des villages, dans des quartiers, que les habitants puissent être les producteurs de leur contenu médiatique, qu'ils puissent avoir accès aussi à une expression d'eux-mêmes à travers la production de contenu. Et Longueur d'onde a été sur son territoire identifié comme une association en capacité d'accompagner des publics dans la pratique. Ce qui fait que depuis 2015, on accompagne à peu près 1000 bénéficiaires chaque année, que ce soit des élèves, des jeunes en insertion, des personnes en situation de migration, des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont dans des maisons de retraite, des personnes, des aînés, des personnes âgées. Et nous, on a toujours souhaité aborder ça sous l'angle de la radio comme outil d'expression un peu classique, de monter une émission avec des élèves dans une classe, mais on a aussi toujours souhaité leur faire de la fiction, leur faire découvrir aussi les écritures documentaires. Donc pour nous, c'est vraiment d'une part de l'éducation média à l'information et de l'autre aussi de l'éducation artistique et culturelle, au sens où on est dans une matière qui est aussi artistique et créative, et c'est devenu pour nous une activité vraiment forte et importante à travers laquelle on défend vraiment aussi l'idée que la radio, c'est un espace, ce que je vais dire est assez évident, mais c'est quand même bon de se le redire parfois, que mettre la radio au cœur d'un groupe, en fait, ça permet à chacun de s'exprimer, enfin du moins de trouver une voie vers l'expression de soi. Ça permet aussi de favoriser l'écoute. Ce qu'on défend beaucoup à Longueur d'onde aussi, c'est apprendre à écouter, c'est-à-dire se poser, recevoir la parole, une ambiance sonore, être vraiment dans une capacité d'écoute importante. Et au travers de ces expériences, pour nous, la radio, c'est vraiment devenu aussi un outil de démocratisation de la parole, d'enjeu aussi d'expression de soi hyper importante, un outil aussi qui permet de reprendre confiance en soi dans certains contextes. Il y a 2 associations aussi dont je vais parler par la même occasion en France qui sont quand même assez intéressantes de ce point de vue-là. Il y a l'Onde Porteuse, qui est une association qui est basée à Clermont-Ferrand et qui a monté il y a quelques années le premier chantier d'insertion par la radio. Donc c'était vraiment l'idée de monter une rédaction inclusive avec des salariés d'un chantier d'insertion qui sont là pour entre 12 et 18 mois et qui travaillent à un travail de rédaction
au quotidien, qui portent qui créent des émissions, des contenus radiophoniques. Ça a été vraiment pionnier. Ça a été repris par une autre association basée en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Making Waves. Donc c'est des structures qui mettent vraiment aussi en pratique cette question de la radio comme outil d'expression citoyenne et de démocratisation. Il y a beaucoup d'associations sur le territoire français qui œuvrent aussi dans ce sens-là. Il y a énormément d'ateliers de pratiques radiophoniques qui se passent partout sur tous les territoires, assez bien aidés et financés par le ministère de la Culture. Donc voilà, c'est un enjeu aussi très fort pour nous. Et pour conclure sur ce sujet, ce qu'on aime aussi beaucoup à Longueur d'onde, c'est la question de l'éducation à l'écoute, de se dire que en fait, on apprend à écouter. Et donc depuis maintenant 6-7 ans, on travaille beaucoup à la sensibilisation du jeune public dans les écoles à la pratique, mais aussi à l'écoute de contenu sonore. Donc, on a monté un prix de l'écoute avec pour des écoliers, des collégiens et des lycéens. Et l'idée, c'est un corpus en fait de création sonore, reportages, portraits, courts documentaires, toujours des formats assez courts qu'on choisit, qu'on accompagne de fiches pédagogiques et qu'on remet aux enseignants qui se saisissent de ces matériaux pour mener des séances d'écoute dans leur classe, depuis des classes avec des élèves qui ont 6 ans jusqu'à des lycéens qui ont 17-18 ans. Et ça a vraiment des vertus hyper intéressantes. Et pour des enseignants qui étaient peut-être parfois sceptiques sur la capacité des enfants, même des plus petits, à écouter dans la durée, dans la longueur, en fait, il s'avère que c'est des expériences souvent marquantes et bénéfiques. Ce qui fait que dans la région Bretagne, aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 élèves qui écoutent comme ça chaque automne en fait des productions. Donc c'est un dispositif pas très compliqué en fait en soi qu'on a monté et qui petit à petit permet de faire aussi une place à la culture de l'écoute et à l'intégration des contenus sonores en fait dans les démarches pédagogiques. Super intéressant, merci pour cette question. Est-ce qu'on en a d'autres? Vous êtes très calme. Maude. Merci. Alors moi, je suis fan de Longueur d'onde. Je ne suis pas encore allée, mais j'ai l'intention d'y aller l'année prochaine. Maude, il faudrait que tu te représentes pour les besoins du Bonjour, dispositif. je m'appelle Maude Pétel-Légary. Je suis réalisatrice de documentaires sonores et de balados. Et moi, ce que j'aime beaucoup de votre festival, c'est qu'il y a tout l'aspect démocratisation aussi, de l'écoute, démocratisation de l'accès. Et peut-être un autre aspect, pour ceux qui connaissent moins votre festival, vous avez aussi des prix longueur d'onde, petite onde, grande marmite. Moi, mon premier documentaire, je l'avais envoyé justement à petite onde parce que j'avais fait dans le cadre d'un projet, un reportage à l'école, puis j'avais été sélectionnée et je capotais parce que ça n'existait pas encore au Québec. Avant, on avait le réel à l'écoute qui était vraiment fabuleux. Mais il y a cette culture-là de démocratiser l'accès à tous, l'accès du sonore. Puis moi, je vous trouve vraiment hot. C'était juste ça que je voulais dire. Mais j'avais une question, mais là, je l'ai oubliée parce que c'est ça. Pardon. Une belle intervention. Merci. En tout cas, je transmettrai aussi à l'équipe parce qu'évidemment, on est 7 à l'année, et puis la Longueur d'onde, c'est aussi 20 ans d'histoire. Donc il y a, comme je disais, les fondateurs, et puis tous les bénévoles qui se sont investis au fil des années, et puis les salariés qui sont passés aussi par l'équipe. Voilà, des gens qui, entre-temps, sont partis, ont vogué vers d'autres horizons. Mais voilà, tout ça, c'est aussi ce qui a fait la richesse du projet Longueur d'onde. Et oui, sur les prix, on a un prix documentaire depuis pas mal d'années maintenant, avec les petites ondes qui concernent plutôt les premières œuvres. C'est un prix francophone et les autoproductions. C'est plutôt dédié à des personnes qui ont zéro moyen financier pour avancer dans leur création, mais qui parviennent néanmoins à faire des merveilles. Et puis il y a un prix Grandes Ondes qui est plutôt pour les professionnels, studio de podcast, radio publique et structures privées également. Mais voilà, c'est une manière en effet de valoriser les œuvres, le travail hyper riche qui est réalisé par les auteurs-autrices. Est-ce que tu as retrouvé ta question? Tu commençais sur la démocratisation. Je m'en rappelle plus, je m'excuse. C'était une excellente intervention. Je suis sûre que tu auras l'occasion de poser ta question à Anne-Claire au 5 à 7, le cas échéant.
Pour conclure, est-ce qu'il y a d'autres? Il y a une autre question. Oui, Excusez-moi. J'ai une petite question. Ben, en fait, c'est un sujet que vous avez abordé, mais j'aimerais ça vous entendre un petit peu plus. Valérie Sears, réalisatrice de balado et documentaires sonores aussi, comme l'ensemble de cette assemblée, finalement. Vous avez dit que vous avez réussi à rajeunir votre public, puis c'est souvent un défi pour différents organismes. Est-ce que c'est le contenu de vos propositions qui a fait que, naturellement, un public plus jeune est venu, ou vous avez usé d'autres stratégies pour attirer un public plus jeune à votre festival? Non, ça s'est fait assez spontanément, mais je pense que c'est vraiment le podcast aussi qui a été un espace en France pour aborder des sujets très sensibles, un peu des sujets d'urgence aussi, à traiter dans le moment. Et en fait, pendant un moment, on a senti que le podcast amenait des sujets qui n'étaient pas abordés dans les médias plus traditionnels, du moins à la radio. Évidemment, on trouvait dans le podcast des sujets qu'on ne trouvait pas trop à l'antenne des radios publiques. Et il y a eu aussi des podcasts qui ont quand même connu un succès d'estime très, très important, comme Les couilles sur la table, comme un podcast à soi pour Arte Radio et d'autres, qui ont aussi amené des nouveaux publics à se questionner sur sur ces sujets-là, et aussi à appréhender le podcast comme un médium assez novateur aussi pour les questions de débat d'idées, les questions d'enjeux contemporains. Et j'allais dire autre chose, mais ça m'a échappé. C'est décidément une tendance lourde. C'est la fin de journée. Mais voilà, donc ça s'est pas fait vraiment volontairement. Mais ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce que je trouve génial, c'est que le podcast aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est au cœur d'un écosystème culturel où, en France, on sent que tout le monde s'intéresse à la création sonore, enfin, qu'il y a une forme d'engouement, et que des personnes qui viennent du cinéma, du monde des musées, du livre, regardent aussi le podcast et la création audio comme des nouveaux territoires à explorer, et qu'en fait ça a une vertu, ça a une vocation assez fédératrice, et ça permet, je trouve, de décloisonner un peu les mondes culturels qui sont parfois un peu en silo, où chacun est un peu dans son esthétique, dans son domaine, et en tout cas ces 2 dernières années à Longueur d'onde, on a quand même remarqué que c'était un festival qui fédérait énormément de professionnels de milieux, de tous milieux confondus, enfin milieu culturel j'entends, mais aussi la recherche par exemple, c'est très fort la manière dont la recherche en sciences sociales, dont les chercheurs aujourd'hui s'emparent des enjeux du sonore. Voilà, il y a eu un grand engouement pour les questions d'anthropologie visuelle, et on sent qu'aujourd'hui il y a une forme de déplacement aussi vers les territoires du sonore, avec des réseaux qui se créent aussi dans le monde de la recherche, à l'EHESS à Paris, mais aussi d'autres réseaux de chercheurs, notamment en sociologie. Et voilà, c'est hyper captivant quoi, de voir comment le son rassemble. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il y en a une. Ça se réveille. Mais je me demandais justement pour le financement de votre organisme, est-ce que ça va mieux? Ah oui. Oui, bah oui, vous êtes pas sans savoir que, enfin, certains en tout cas le savent. Ouais, on a traversé une période très compliquée là, il y a 6 mois, 1 an. Oui, ça va mieux. Ouais, ça. En fait, on a traversé une période pour les 20 ans du festival qu'on a souhaité fêter, célébrer dignement, mais c'est vrai qu'on s'est un peu emballé, je pense, on s'est un peu senti pousser des ailes, et on s'est senti un peu très puissant comme ça dans notre capacité à accueillir pour nos 20 ans à la fois énormément d'invités, et aussi à Longueur d'onde, on a souhaité ces dernières années accompagner pas mal les esthétiques aussi scéniques, c'est-à-dire accueillir des compagnies qui travaillent sur des formats radioscéniques, des mises en scène un peu dans le goût de ce qu'on a vu hier, mais encore dans d'autres formats. Et c'est vrai qu'on a, voilà, le projet nous a un petit peu dépassé, et en termes de modélisation économique, Longueur d'onde a un peu perdu pied là pendant 6 mois à 1 an, mais au bénéfice d'une campagne de dons, et puis aussi d'une meilleure gestion, enfin en tout cas de reprendre un peu possession de notre projet, aussi
d'apprendre un peu à ralentir, parce que malgré tout, le festival, ça a été comme un peu un effet boule de neige. C'est une manifestation qui a beaucoup, beaucoup grossi, parce que beaucoup d'intérêt, beaucoup de propositions, l'envie aussi de rendre compte de la diversité aussi de l'écosystème et de la création. Ça nous a amené un peu à être très dynamique et peut-être parfois un peu boulimique aussi. Donc il a fallu un peu reposer les choses, mieux se situer par rapport à notre modèle, parce que c'est vrai que à la fois on a la chance d'être un festival qui a 20 ans, enfin une association qui a 20 ans, qui est bien aidée par les collectivités et les différentes tutelles, mais on est quand même dans un champ qui à la base n'est pas aidé, enfin ne dispose d'aucune aide un peu automatique en fait. Donc on est quand même bien moins financé qu'un festival de cinéma qui pourrait avoir la même aura ou la même ambition que Longueur d'onde. Donc c'est vrai qu'on est toujours quand même à jouer avec, à faire avec aussi des bouts de ficelle et à essayer de se débrouiller pour porter un projet assez ambitieux, assez exigeant, mais parfois avec des moyens qui sont pas toujours au rendez-vous. Mais ça y est, on commence à voir le bout des difficultés. Le problème de financement des producteurs et des créateurs se répercute sur les événements qui les mettent en valeur. Complètement, ouais, c'est sûr. Je suis ravie que la réponse ait été quand même positive à cette question. Non, ça aurait été un peu déprimant de finir sur non. Longueur d'onde, c'est bientôt la fin. C'est fini. Non, franchement, on se ressaisit bien. Et puis, en fait, il y a des perspectives assez intéressantes. On aimerait bien monter à Brest une maison des expressions radiophoniques. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 5 ans maintenant. Donc, l'idée d'avoir un lieu où on puisse et faire de la formation, créer une petite école aussi de la radio, pouvoir accueillir des artistes, des auteurs en résidence aussi de création. On répond à un gros appel à projet du ministère de la Culture, là, dont on espère être lauréat avec des acteurs plutôt du monde de l'audiovisuel. C'est-à-dire que là, on se rapproche un peu de nos camarades du monde du cinéma. Et ça a un aspect assez bénéfique aussi pour faire entendre autrement la place de la création sonore dans l'audiovisuel. Et vraiment affirmer aussi que, il y a l'audiovisuel, mais il y a aussi l'audio sans le visuel. Et que c'est important aussi de défendre ces écritures. Et c'est plutôt porteur pour la suite, ce qui fait qu'on devrait, d'ici un an et demi, aménager dans des nouveaux locaux. Et si tout va bien, bénéficier d'aide pour amorcer ce projet, le faire vivre. Donc, Inch'Allah, mais on touche du bois. Ça devrait se faire dans les prochaines années, on va dire. Anne-Claire, merci infiniment d'avoir partagé si généreusement ton expérience et ton point de vue. J'espère qu'on va voir de beaux ponts se créer entre les écosystèmes français et québécois. Et merci aussi pour l'accueil à Transistor, évidemment, à l'ambassade de France aussi, ici à Ottawa. Et puis, ravi de découvrir aussi l'écosystème québécois de la création sonore et du balado. C'est très riche pour moi en découverte. Donc, merci beaucoup. Merci.